Beaucoup de livres dans l'enfance, des albums offerts par mes parents, principalement des tas de livres pour enfants. Donc j'étais entouré de livres, il y avait une bibliothèque qui n'est pas très loin, mais aucun des livres ne m'a réellement marqué. Ma première rencontre vraiment avec la littérature fut par le biais de Graham Greene. C'était un prof de maths pour qui j'avais beaucoup d'admiration et d'amitié, et qui m'avait offert The Quiet American, un Américain bien tranquille. Et à cause de lui, j'ai poursuivi jusqu'au bout, bien que ne maîtrisant pas l'anglais correctement à cette époque. Et je crois que c'est ça un livre, c'est une relation non seulement avec un auteur et avec un livre, avec une écriture, mais aussi avec d'autres personnes qui partagent le plaisir de ce livre. C'est un véritable partage. Et ça a été ma première véritable rencontre avec le roman. Par la suite, j'ai lu tout Greene à cause de lui, et aussi beaucoup d'autres auteurs anglophones. Et il faut dire qu'à cette époque, les auteurs francophones qui nous étaient proposés, et c'était surtout des classiques que j'ai appris à connaître et à aimer. J'ai aimé Racine, j'ai aimé Molière, j'ai aimé les classiques bien plus tard, quand on a cessé de me demander de les disséquer comme on le faisait quand on était au lycée. Il fallait faire ça apparemment, puisque venant d'un milieu scientifique, et poursuivant des études scientifiques, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus inspirant de lire gratuitement, de découvrir des auteurs, d'avoir un parcours assez singulier. Je ne me souviens pas d'auteur en particulier qui m'ait marqué. Peut-être aussi, oui, la génération de Sartre, Camus et les romans qui justement me mettaient en relation beaucoup plus directe avec peut-être l'esprit trop scientifique, trop pratique que j'avais, où j'avais besoin de sentir les choses concrètement. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris à apprécier le nouveau roman ou autre chose. J'habite à Albion, qui est à l'ouest de l'île Maurice, dans un endroit très chaud et très sec. À moi qui suis très frileux, ça convient bien. Je ne suis pas très loin de la mer, je l'entends certains soirs, je sais qu'elle est là, je n'ai pas besoin de la voir. Je suis aussi au milieu de champs de canne, d'une propriété qu'on appelle Médine. Actuellement, c'est très construit parce que c'est devenu un lotissement important, mais quand nous sommes venus habiter à Albion au départ, il y avait très peu de gens qui y habitaient. Non loin de chez moi, il y a un phare et des falaises, d'où vient probablement le nom d'Albion, la perfide Albion, qui était le nom donné aux Anglais par les Français. Autrefois, il y avait une vieille voie ferrée qui passait un peu plus loin, devant là-bas. C'est tout ça qui fait un peu partie de l'histoire, de mon histoire et de l'histoire de l'île, parce que je suis intimement mêlé à l'histoire des propriétés sucrières, de vastes champs de canne, de la mer qui est là à côté, où je sors en bateau assez souvent. Nous sommes à Rivière-Noire, en fait. Rivière-Noire est un district qui est peuplé de personnes d'origine afro-créole, comme on dit, issues de l'esclavage pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est des quartiers assez pauvres et de gens
qui ont un langage très coloré. Pas trop loin d'ici, il y a un village, un gros village que j'aime bien, qui s'appelle Petite Rivière, qui est un village qui est fait des premiers esclaves libérés au XIXe siècle. Voilà. Mon enfance est très liée à la personnalité de mon père. En fait, je devrais dire de mes parents. Mon père était un officier de police et qui était muté assez souvent, comme cela se faisait à l'époque. Donc on a connu une douzaine de maisons différentes, en ville comme à la campagne, et même à Rodrigue, où nous avions une maison bordure de mer. Et cela faisait que, pour moi, ces différents souvenirs se sont greffés un peu dans mon imaginaire. Mon goût pour la nature vient par exemple d'un village que nous avons connu dans le nord, qui est Piton. Et pour moi, la mer, autant que les champs de Cannes, sont très symboliques de l'île Maurice. J'ai besoin de cet espace. Autant j'aime aussi la ville, j'aime la proximité des gens. C'est donc un contraste assez agréable que m'offre aujourd'hui cette maison où j'habite, qui n'est pas trop loin de la ville de Rosille ou même de Port-Louis, mais en même temps où j'ai la possibilité de m'évader, que ce soit dans la nature ou en mer. Les premiers souvenirs, comme je vous disais, étaient liés à la personnalité de ce père flic, mais qui n'avait en fait rien des clichés du policier, qui était un fin musicien, probablement celui qui m'a donné la curiosité intellectuelle d'aller chercher à Maurice, mais hors de Maurice, des choses à découvrir. Une mère qui, elle, était une enseignante et qui nous a donné peut-être la rigueur, le goût de l'étude, les habitudes. Et voilà un peu ce couple un peu improbable qui m'a accompagné à travers les différents endroits que j'ai eu la chance de connaître. En même temps, c'était un déracinement. C'est curieux que je sois resté 34 ans dans l'éducation. L'école me faisait horreur. J'avais horreur de me retrouver dans une classe anonyme avec 30 ou 40 autres enfants, alors que tout pouvait être enseigné à la maison. J'avais une mère et un père qui auraient pu m'enseigner tout ce que j'ai connu dans la petite enfance. Heureusement que ça ne s'est pas fait dans ce sens, parce que ça m'a permis d'être un peu socialisé et de découvrir aussi d'autres personnes, d'autres enfants venant des milieux très différents. Mais mes rapports avec l'école ne sont pas de bons souvenirs. Les premiers bons rapports ont été plus tard, quand je suis allé au collège. Ici on dit collège pour collège-lycée. C'est un long cursus qui commence à 11 ans, 10-11 ans et qui se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Pour des tas de raisons et probablement d'expériences qui n'ont pas toujours été très heureuses avec la littérature à l'école, je me suis lancé vers des choses qui étaient beaucoup plus précises, qui étaient les sciences, qui m'ont poussé qui m'ont fait rêver. Darwin m'a fait rêver, les voyages de Darwin m'ont fait rêver. Les expériences de Mendel sur la génétique m'ont fasciné. Les mathématiques m'ont beaucoup amusé, surtout une rencontre avec quelqu'un qui prenait les choses de façon un peu ludique. Ce qui fait que je me suis tourné tout naturellement vers un travail scientifique et les choses que j'ai écrites étaient beaucoup plus liées à mon travail de biologiste qu'à autre chose. J'ai proprement écrit ou publié d'abord une première nouvelle
qui avait été récompensé à l'époque du prix Pierre Renaud et qui m'avait donné un peu d'assurance parce que c'était peut-être ça qui me manquait. Mais à bien voir, avec le recul, je me souviens avoir été puni à l'école parce que j'écrivais, j'avais été pris en flagrant délit d'écriture de romans à l'arrière de mon cahier de français, plutôt que faire une versification qui m'avait été imposée par le prof en question à l'époque. Alors c'était vraiment ce décalage entre ce qui m'intéressait, ce qui m'inspirait, ce que j'avais envie de faire, et ce qui m'était demandé, qui a fait que je suis arrivé à l'écriture très tard. J'ai commencé donc par des nouvelles. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais écrire un roman, je crois que c'était un journaliste. Je l'ai écrit assez rapidement et j'avais écrit Le sang de l'anglais, qui était une sorte de déballage, comme tout premier roman, où on se livre, on parle de soi. En fait, c'est un faux roman dans le sens où beaucoup est un peu biographique. Le deuxième est plus détaché. Quand j'ai parlé d'une chose qui s'était passée à Port-Louis, qui est un glissement de terrain, un de mes élèves à qui je demandais à mes élèves comment ils avaient passé les vacances. Et certains avaient été allés à la plage, d'autres avaient fait un voyage. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, moi il y a ma maison qui a bougé. Et j'ai compris qu'il y avait qui était lié à ce glissement de terrain sur les montagnes de Port-Louis. Et j'ai écrit La maison qui marchait vers le large, non pas par rapport au glissement physique, mais aussi au glissement social qui avait lieu à cette époque, parce que nous étions dans une période sociale un peu bouleversée, et on ne savait pas où on allait, vers quoi on allait. Alors, ce roman, entre ce roman et les deux autres, qui étaient Les Jours Kayak, qui ont été écrits très rapidement, je me souviens avoir été assis à cette place même dans mon jardin et avoir entendu les coups de feu qui ont tué deux gamins au village de Bambou, qui se trouve en ligne droite à peu près 2 kilomètres, je dirais. Pas. Et l'époque, les révoltes autour du chanteur Kaya m'ont beaucoup marqué. Je ne connaissais pas le chanteur Kaya. J'avais entendu parler, mes enfants l'écoutaient. Mais j'ai appris son existence, j'ai appris son existence après sa mort, mais ce n'est pas si contradictoire que ça, parce que je crois que Kaya a véritablement commencé à exister à Maurice après sa mort. C'est là que les gens, beaucoup de Mauriciens se sont appropriés cette histoire et en ont fait la leur, celle de pacifique sur l'oppression, celle de l'insolence, voilà. J'écris ce roman non pas sur Kaya, mais sur les révoltes, parce que j'ai perdu dans ces révoltes quelqu'un qui m'était très proche. C'est quelqu'un qui travaillait dans la même boîte que moi, qui, lors des révoltes, y avait vu un moyen de distraction, de se distraire, de sortir de l'ordinaire de sa vie. Donc un soir, il est allé piller un magasin, un dépôt, et il n'en est pas revenu parce que le toit s'est effondré sur lui et le toit a pris feu. Et sa famille n'a jamais voulu reconnaître son décès parce que déshonorant. Alors pour moi c'était une des personnes les plus généreuses que je connaissais. Et très bouleversé par cela et très bouleversé par ce qui se passait autour de nous à Maurice, parce que tout aurait pu avoir basculé dans un bain de sang. Et heureusement, comme par un mouvement de balancier, les choses sont revenues en place et lui a continué à voguer, à la manière d'un bateau qui retrouve un petit peu son aplomb. L'autre roman que j'ai écrit était sur... Et ça vient un petit peu sur ce qui fait mon écriture, qui est lié à ce qui se passe autour de moi dans ce pays, dans ce creuset. Un jour, on a découvert dans le port un chalutier qui était chargé de jeunes qui avaient fui une région asiatique, proche de la Chine, on n'a jamais su d'où. Je pense qu'ils étaient chinois. Alors, puisqu'ils avaient l'air chinois, on avait dit qu'ils pouvaient venir
de Corée, de Thaïlande ou de n'importe où, et on les avait découverts, et pour moi ça m'a intéressé, cette trajectoire improbable d'un groupe de boat people finalement, à travers l'océan, par notre île où il ne se passait pas grand-chose, où il ne passait pas grand monde, pour aller chercher refuge. Où? À Haïti. Personne jamais ne va à Haïti. Or, Haïti était la petite porte pour les États-Unis. Ils ont été arrêtés plus loin, voilà. Mais moi, c'est beaucoup plus un huis clos qui raconte un peu l'histoire de ces jeunes Chinois. Et que j'associe un petit peu aux jeunes Chinois que j'avais rencontrés, parce que j'avais fait une visite en Chine, un peu avant l'épisode de Tiananmen, et j'avais été très frappé par la vivacité de ces jeunes face à un régime qui ne comprenait pas grand-chose à cette époque, à sa jeunesse. Alors, par ailleurs, j'ai aussi écrit, ça m'a beaucoup plu, j'ai participé à un atelier d'écriture j'ai aidé à un atelier pour des contes pour enfants. Et j'ai découvert à quel point une histoire pour les enfants était un mode d'expression, non pas un mode d'expression réduit, parce qu'on a tendance à voir les histoires pour enfants comme étant des histoires pour adultes, mais à 5 degrés en moins, avec un langage qui est tout à fait infantilisant, alors que je trouve qu'il y a dans l'histoire pour enfants un genre littéraire en soi, une façon de parler à d'autres personnes qui sont autant que nous demandeurs d'histoire et réceptifs à la poésie, et capables de nous mener plus loin dans notre réflexion. Donc j'écris cette histoire, je me suis concentré plutôt sur mes romans pour éviter de trop me disperser, mais c'est encore là, l'histoire pour enfants, et ça fait partie de mes intérêts. Je profite de mes visites dans les librairies pour papillonner, trouver des livres pour enfants et les garder jalousement pour moi. Je les prête à mes petits-enfants de temps en temps. J'ai déclaré à des auteurs qui étaient réunis autour dans une table ronde récemment que Paris était une île. Donc je ne me sens aucun complexe par rapport à la vie à Maurice et à l'insularité et ses connotations qui peuvent être négatives dans le sens d'enfermement. C'est vrai que quand la communication était autre, nous étions très coupés des tendances. On était très, même au niveau littéraire, j'estime que s'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites ou publiées, disons, entre les deux guerres ou tout de suite après la Deuxième Guerre, sauf Malcolm de Chazal, par exemple, qui lui avait quand même, s'était inspiré d'autre chose. Il y a eu quand même de grands moments de silence qui ont été perturbés un peu avec l'avènement d'une amélioration dans la communication, de la disponibilité de livres, d'un meilleur contact avec une littérature plus moderne, de plus grande liberté dans les moyens d'expression. Je crois que nous étions restés très ringards sur beaucoup d'aspects, nous ressassant des mêmes chansons tout le temps. Alors ici, je trouve que nous nous trouvons à la fois dans un creuset parce que nous avons dans une île un espace très restreint, beaucoup de personnes, beaucoup d'influences, beaucoup de gens qui se côtoient. Et en même temps, c'est une difficulté parce qu'en se côtoyant, pour pouvoir survivre en paix, on a institué une sorte de régime de silence, de non-dit, qui fait que Maurice s'est longtemps tu et longtemps resté très poli dans son propos, ce qui à mon avis est déjà le contraire de la littérature, ou un sérieux frein à ce qui peut être la création littéraire. Alors je crois que avec le roman de Marie-Josée Imbert, à l'autre bout de moi, je l'ai connu je l'ai lu quand j'étais encore jeune. C'était la première fois où on prenait un fait de société et qu'on en faisait le décor d'un roman.
plus pratiquement la chair d'un roman. Et je crois que ça a été le déclic pour beaucoup d'entre nous. Nous avons eu des auteurs, beaucoup d'auteurs qui ont dû émigrer pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'inspirer d'autre chose. Quelques-uns, dont je fais partie, ont trouvé ici le moyen de, tout en restant sur place ou s'en allant ou en s'en allant périodiquement, de pouvoir ici exprimer ce qu'ils avaient à dire en liberté, je dois dire. Et c'est donc une deuxième génération d'auteurs, plus ou moins récents, qui ont pris le matériau qui faisait notre quotidien pour... C'était le matériau nécessaire pour un roman. On ne se voyait pas écrire sur autre chose. Peut-être parce qu'on vivait trop intimement et de façon très très rapprochée avec cette réalité-là. Je ne sais pas si je pourrais écrire un roman dans un autre décor ou avec un autre matériau. Ce qui se passe par rapport à cette île, en fait, c'est peut-être le contraire. Au lieu d'aller voir plus loin, d'aller voir autre chose, j'ai plutôt ces jours-ci tendance à aller chercher à l'intérieur de moi ce que j'ai accumulé pendant des années et aller chercher au plus profond de moi. Et plus c'est restreint, plus c'est concentré, plus c'est intimiste, à mon avis, plus ça devient universel et ça rejoint d'autres préoccupations de personnes. Je ne crois pas que l'île ou l'insularité est un décor figé à planter. Je ne crois pas qu'on ait, il y a en fait dans l'île non seulement l'enfermement, mais aussi la possibilité d'évasion, la tentation d'évasion. La tentation d'évasion. La mer qui est là, c'est une merveilleuse tentatrice. Pourquoi ne pas la franchir? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi... Alors, c'est cet aller-retour entre l'île et ce qu'il peut y avoir au-delà de l'horizon qui est très intéressant et enivrant à mon avis.